On va parler de l'insécurité, on va parler des trafics de drogue qui gangrènent les quartiers dans de nombreuses villes de France. Coralie, vous nous présentez le projet, ou en tout cas le programme de ce débat. Alors Abdel, la lutte contre l'insécurité a été l'un des principaux thèmes de cette pré-campagne. Ces 2 dernières années à Nîmes, les homicides liés au trafic de drogue ont fait la une des journaux. On se souvient tous du jeune Yanis, 21 ans, tué par arme à feu au chemin bas d'Avignon à Nîmes. Alors comme d'habitude, à chaque nouveau décès, la classe politique réagit. Mais quelle politique mettre en place pour éviter ces drames? Le débat est ouvert. Allez, on va donner la parole tout de suite à Valérie Roveran pour démarrer sur le projet d'Emmanuel Macron en termes d'insécurité. C'est peut-être le principal reproche qui lui est fait des autres candidats, le fait qu'Emmanuel Macron, sur la sécurité, n'a pas été au rendez-vous ces 5 dernières années. C'est pas le seul. Non, je partage pas vos propos. Je pense qu'il n'a jamais été on n'a jamais eu autant de policiers embauchés, 10 000 policiers embauchés. On a des places de prison et des prisons qui sont aussi reconstruites. On en a une à Nîmes qui va bientôt arriver. On a de l'investissement qui a été fait sur les brigades de gendarmes. Et donc aujourd'hui, on va doubler les forces de l'ordre. Et surtout, ce qui est important, c'est plus de policiers et une coopération entre les gendarmes et la police. Et surtout, travailler sur la justice. Réduire les délais, en tout cas sur la pénalité, et c'est 8500 magistrats qui seront supplémentaires, 8500 magistrats en plus. Dans les tribunaux, les 5 prochaines années. Donc pour aller plus vite, pour effectivement juger Mais plus facilement. Mais le constat aujourd'hui, Valérie Roveran, c'est lequel? Aujourd'hui, clairement, l'insécurité est très présente aujourd'hui dans de nombreux coins de la France. Est-ce que vous pouvez décemment dire que tout a été fait pour l'insécurité? Non, je dis pas que c'est pas comme ça que je le formulerai. C'est qu'effectivement, il y a de l'insécurité. On le voit, notre société change. Et on le voit dans la ville de Nîmes. On le voit dans la ville de Nîmes. Et on sait bien qu'il n'y a pas que la répression. Il y a aussi tout ce qui doit être fait sur l'éducation, sur l'insertion, sur le travail, qui permettra d'aboutir effectivement à moins d'insécurité. On le voit, nos quartiers, ce jeune qui est décédé, malheureusement, nous a tous touchés. Et il n'y a pas que lui. Mais on doit faire un travail de fond. On le sait bien, le plan de rénovation urbaine va permettre aussi de mettre un projet humain dans nos quartiers prioritaires. Mais par contre, la présence policière est indispensable. Le fait de pouvoir juger beaucoup plus facilement et beaucoup plus vite. L'investissement sur la magistrature, jamais ça n'a été fait auparavant. Yoann Gillet. Mais quand j'écoute Mme Roveran, j'ai presque envie de dire bravo. Sauf que vous proposez exactement ce que vous n'avez pas fait pendant 5 ans. À un moment donné, il faut être lucide. Marine Le Pen, elle propose quoi? Premièrement, expulser systématiquement les clandestins délinquants criminels étrangers. Parce qu'il n'est pas concevable que sur le territoire national, il y ait des gens que l'on accepte alors même qu'ils ont commis des fautes. Mais oui, non, mais c'est lié à l'insécurité. Si vous ne voulez pas faire l'insécurité est liée à l'immigration. Bien sûr. Moi, je n'ai pas abordé l'immigration. Sans aucun problème. J'ai parlé d'insécurité. Et les Français en sont conscients. Il n'est pas concevable que l'on puisse avoir sur le sol français des personnes en situation irrégulière ou même régulière. Mais est-ce qu'on peut vraiment les expulser? Parce qu'on sait qu'il faut le laisser passer du pays dont la personne est originaire. Mais attendez, on a des moyens de pression quand même. Mais vous ne pouvez pas le faire. Là, vous arrivez de mon pouvoir. Systématiquement, vous ne pouvez pas le faire. Il faut d'abord négocier avec les pays. Mais la négociation ira vite. Quand on dira aux pays d'origine, nous n'accorderons plus aucun visa dans ces cas-là, eh bien, croyez-moi, ou que l'on bloquera éventuellement même les flux financiers, vous pensez que c'est aussi facile? Qu'ils accepteront. Évidemment qu'ils accepteront. Une tentative a été faite avec l'Algérie il y a quelques mois, et on a bien vu ce qui s'est passé. C'était de la fermeté. L'Algérie a tourné le dos. Oui, mais a tourné le dos, et sans visa, c'est plus de communication non plus. C'était de la fermeté relative, vous me l'accorderez. Ensuite, il y a rétablir les trafics de drogue. Les trafics de drogue sont la responsabilité aujourd'hui des clandestins. Vous savez très bien que c'est pas ce que je dis, mais en grande partie quand même. Rétablir les peines planchées, rétablir les peines planchées pour tous les criminels. C'est
essentiel. Supprimer la possibilité des réductions et d'aménagements de peine, notamment pour tout ce qui concerne les peines liées à des violences. Instituer une présomption de légitime défense pour nos forces de l'ordre, ça aussi c'est important. Sur la justice, effectivement, si on veut pouvoir améliorer les choses, il faut que la justice puisse répondre rapidement. Donc il faut augmenter considérablement les moyens de la justice, des magistrats, des greffiers et des moyens financiers de nos tribunaux. Il faut évidemment augmenter le nombre de places de prison parce que je veux bien que tout le monde le promette. Mais tout le monde, mais personne ne le fait suffisamment. Il faut reconstruire des prisons. Il y a besoin de 85 000 places de prison en France. Ça, c'est l'objectif du quinquennat de Marine Le Pen. Mais ça ne se fait pas de suite, ça met du temps. Mais je veux bien, sauf qu'à chaque élection présidentielle, remonter les archives, on en parle à chaque fois. Vous allez avoir une nouvelle prison à Nîmes. Mais attendez, elle n'est pas construite, on en parle depuis combien de temps? À un moment donné, ça n'avance pas. À un moment donné, il faut aller plus vite dans les constructions de places de prison. Comment vous allez plus vite? En mettant des moyens financiers. Qui ne sont pas aujourd'hui. Parce que vous parlez d'une prison, il n'y a pas besoin que d'une seule prison. Il n'y a qu'à Faucon, bien évidemment. Non mais attendez, il faut la volonté politique pour y arriver. La volonté politique aujourd'hui, elle n'y est pas. Parce qu'on en parle depuis combien de temps de cette prison à Nîmes? Est-ce que c'est Emmanuel Macron qui l'a initié? Je crois pas, non? Allez, Nicolas Pellegrini, vos propositions pour éradiquer les trafics de drogue et trouver des solutions face à l'insécurité. Peut-être juste une précision, Abdel. Monsieur Gillet défend la présomption de légitime défense pour les policiers. Tout à fait. Et je crois que Jean-Luc Mélenchon, lui, propose carrément de démanteler la BAC. Démanteler la BAC. Oui, mais bon, l'extrême gauche, ce sont les anti-flics, donc c'est sûr. Deux extrêmes. Alors là, oui. On va écouter Monsieur Pellegrini, les propositions de Jean-Luc Mélenchon. Sachez que c'est pas une question. La différence, c'est que c'est un anti-flic et que nous, on aime la police. C'est cela. On est les seuls à l'Assemblée nationale à avoir proposé une commission d'enquête parlementaire pour identifier les causes du décès dans la police, qui est quand même la profession de la fonction publique où il se suicide 2,5 fois plus de gens que dans les autres corps. Voilà, ça je le dis au passage. Donc on est tellement anti-flic qu'on va en recruter 10 000 de plus, c'est-à-dire revenir aux effectifs qui ont été supprimés sous M. Sarkozy. Vous êtes pour l'armement des polices? On est également municipal? On est pour le désarmement le plus possible de la police, mais on n'est pas pour le désarmement total de la police. Une police avec une matraque et sans armes, ça va être beau le résultat. On n'est pas pour le désarmement de la police. Mais déjà, il faut... Alors écoutez, je sais que votre modèle, c'est un petit peu à l'américaine. Il n'a pas jugé les propositions de Marine Le Pen. Laissez Nicolas Pellegrini faire ses propositions. Effectivement, on a deux visions qui sont totalement différentes, mais essayez au moins de ne pas caricaturer la mienne. On en est à plus de 25 lois sécuritaires en l'espace de 15 ans. Pour quel résultat? On se le demande encore. Sécuritaire, vous trouvez? Oui, on a de la loi sécurité globale et compagnie. Voilà. On a de plus en plus de lois sécuritaires et pourtant on n'a pas un résultat qui est particulièrement efficace. Donc il faut aborder ce problème de manière large sans ni aller dans la surenchère ni aller dans la démagogie. Qu'est-ce qui se passe au niveau du service public de la police? Déjà, comme dans tous les autres services publics, il y a une clochardisation de cette profession. C'est-à-dire, il y a un délabrement total des commissariats, des équipements, des voitures. C'est catastrophique, votre vision. Hein. Non, mais attendez, les policiers n'ont pas les moyens de travailler. Les policiers, ils ont les moyens de travailler ou pas? Oui, il y a une clochardisation de cette profession. Il y a une clochardisation de cette profession. On ne donne pas les moyens aux policiers de travailler. Oui, c'est grave. Donc du coup, qu'est-ce que fait Jean-Luc Mélenchon? Qu'est-ce qu'on fait? On veut recruter davantage de policiers. Effectivement, je vous rejoins sur ce point-là. Les délais de justice ne sont pas assez rapides. Et puis, d'ailleurs, on est assez les derniers de la classe au niveau européen. Nous avons nous manquons de magistrats. C'est la raison pour laquelle nous voulons mettre le paquet sur la justice pour en former davantage. Mais pas que des magistrats. Il manque aussi de greffiers, de personnel administratif, de personnel pénitentiaire. Et comment on fait pour les trafics de drogue? Parce qu'à la base, c'était ça la question. Et on n'a pas beaucoup entendu de propositions là-dessus. Alors, 2 points. Nous voulons déjà une police de proximité, c'est-à-dire que nous voulons revenir à une police qui soit sur le terrain. Donc du coup, lui donner forcément les moyens d'être sur le terrain davantage. Nous avons un triptyque que nous voulons appliquer, qui est la prévention, la dissuasion, puis la sanction. Il faut interroger la place de la justice réhabilitative aussi. Quand vous avez des gens qui sortent de prison mais qui systématiquement récidivent, il faut se poser la question du tout punitif. Il faut davantage de moyens pour la justice en général. Pour ce qui est du trafic de drogue, au-delà de la police de proximité et donc peut-être aussi du commencement de la reconstruction de la confiance et du rapport entre la population et la police, il faut interroger aussi la question de la légalisation du cannabis. Pas dans une pure question idéologique, simplement parce que nous avons aujourd'hui des policiers et ils le disent eux-mêmes, nous avons des collectifs de policiers contre la prohibition du cannabis qui ont soutenu notre programme et qui ont participé à son élaboration.
aujourd'hui, vous avez les missions des policiers qui sont orientées tout le temps pour aller chercher le petit consommateur, pour aller chercher, etc. Et vous êtes favorable à la légalisation ? Nous sommes favorables à la légalisation encadrée du cannabis. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a rien de plus hypocrite que d'interdire quelque chose. Quand il y a un problème, on le rend fume. légal comme s'il n'y a plus de problème. C'est merveilleux quand même. Non, c'est pas ça. Attendez, ça fait une recette fiscale pour l'État qui est non négligeable si vous mettez les mêmes taxes que pour l'alcool et pour la cigarette. 2, ça enraye totalement les trafics parce que si vous avez un cannabis de meilleure qualité par régie d'État, par exemple, qui peut être davantage encadré. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que le trafic demain soit sur des drogues plus dures ? Et bien justement, le trafic de cannabis aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué de l'identifier et pourtant on met tous les moyens pour essayer de le trouver. On fait la chasse aux petits consommateurs, aux petits dealers de quartier. Mais déjà, il y a des consommateurs. Attendez, oui, mais justement, si vous légalisez quelque chose, comme l'alcool et la cigarette, il y a aussi des consommateurs et pourtant on fait de la vraie prévention. Si vous légalisez le cannabis, on pourra faire de la vraie prévention, pas hypocrite. Dernier point, simplement, je termine là-dessus. Vous disiez, ça pourrait peut-être passer sur des drogues plus dures. L'avantage, c'est que les drogues plus dures, elles sont plus facilement identifiables et on peut plus facilement les recharger. Parce qu'entre faire pousser de la cocaïne et faire pousser un plant de cannabis, c'est pas tout à fait la même logistique. Allez, on donne la parole à Julien Plancher avec les propositions de Valérie Pécresse en matière de sécurité et puis bien évidemment pour enrayer les trafics de drogue. Aujourd'hui, pour en finir avec le trafic de drogue, ou pour essayer d'en finir, on voit bien quand même que le sujet est ô combien délicat, c'est qu'il faut agir avec une certaine fermeté. Une fermeté notamment d'un point de vue de la sécurité, notamment d'un point de vue de la justice. Valérie Pécresse propose quelque chose de très simple, c'est augmenter aujourd'hui le budget du ministère de l'Intérieur et du ministère de la Justice. 5 milliards d'euros supplémentaires pour la justice, 5 milliards d'euros supplémentaires pour le ministère de l'Intérieur. Aujourd'hui, malheureusement, on a une justice qui est sous l'eau. Il y a près de 2 millions de nos concitoyens qui sont en attente de jugement. Il y a un désarmement pénal sous l'ère Taubira qui a été mis en place. Et aujourd'hui, malheureusement, la difficulté que l'on a aujourd'hui, c'est que la police n'est pas bien équipée et qu'on a un besoin de recrutement. Il faut que l'ensemble des policiers... C'est pas une question de normes, parce que j'entends... Je vois déjà... Valérie Pécresse, ça fait partie d'un gouvernement qui a supprimé 10 000 policiers. Malheureusement, si vous vous rendez compte, vous regarderez dans le dernier rapport de la Cour des comptes à ce sujet, l'efficacité de la police était bien plus efficace sous Nicolas Sarkozy, malgré le fait qu'il y a eu une baisse des effectifs, qu'aujourd'hui sous le quinquennat d'Emmanuel Macron. Aujourd'hui, il faut que les polices municipales soient armées, notamment dans les villes de plus de 5 000 habitants. Il faut de nouveaux moyens d'action. Oui, puis Alim, vous l'avez fait avec les tasers et les flashballs. Tout à fait, mais je vais évoquer un point de vue local, vous avez raison Coralie de me le rappeler, parce qu'aujourd'hui on voit bien que le bilan d'Emmanuel Macron... Je veux bien que les LR soient pour l'armement obligatoire des polices municipales, mais pourquoi vous ne le faites pas concrètement ? Parce qu'il y a encore des maires, même dans ce département, des maires LR, qui n'ont pas armé leur police et qui ne veulent pas. Si je peux parler d'un point de vue local, aujourd'hui on voit bien toute la difficulté que nous avons eue, notamment aux côtés de Jean-Paul Fournier, lorsqu'on était en proie avec les trafics de drogue dans les différents quartiers sensibles sur la ville de Nîmes, pour essayer, mais malheureusement ça n'a pas été le cas, pour signer ce contrat de sécurité intégré. Et on se rend bien compte de toute la difficulté pour ce gouvernement d'être aux côtés des exécutifs locaux en cela. Et aujourd'hui, malheureusement, on manque de policiers nationaux sur le territoire nîmois. Et heureusement que l'équipe municipale, emmenée par Jean-Paul Fournier, a créé une police municipale qualifiée, qui est en nombre et surtout avec aussi des caméras de vidéoprotection, près de 350 à l'échelle du territoire nîmois. Juste un point par rapport d'un point de vue national, il faut aujourd'hui qu'il y ait une fermeté sur la justice. 1 an de prison ferme minimum pour tout acte commis à quelqu'un qui est force dépositaire d'autorité, que ce soit un professeur, que ce soit un maire, que ce soit quelqu'un qui soit avec l'autorité. Peine plancher. Ben oui, 1 an de prison. Même pour la délinquance financière ? Je parle pour toutes personnes qui sont dépositaires de l'autorité. Il faut aujourd'hui se dire qu'il y a une nécessité de recruter des magistrats, des greffiers, 16 000 personnes supplémentaires devront être créées. Et par rapport aux places de prison, alors oui, certes, on peut se réjouir aujourd'hui que Nîmes va bénéficier d'une nouvelle prison, un nouvel établissement pénitentiaire, mais je tiens à rappeler quand même que le candidat Macron en 2017 proposait la création de 15 000 places supplémentaires de prison. Aujourd'hui, malheureusement, on n'est qu'à 2000 places créées, dont un tiers était créé déjà sous le François Hollande à son quinquennat. Et juste un point par rapport à ce trafic de drogue, parce que les premières victimes du trafic de drogue, c'est certes les habitants des quartiers, mais surtout les jeunes générations. Aujourd'hui, on voit bien que malheureusement, on est en proie à un trafic de drogue qui touche les plus jeunes générations, qui sont obligés de faire les guetteurs dans les quartiers. Donc il faut absolument abaisser la majorité pénale à 16 ans pour qu'il y ait une efficacité forte en matière de justice. Donc Valérie Rovera, vous vouliez rajouter un mot au propos de Julien Plancher ? Oui, M. Darmanin est venu. Plusieurs fois, il y a eu des contacts. Vous avez eu des postes aussi attribués. Après, il n'y a pas eu un accord. Malheureusement. Peut-être. Jean Castex est venu. Vous avez eu vraiment le problème de sécurité de la ville de Nîmes a été pris en compte. Et on ne peut pas dire que rien n'a été fait, ni le dialogue n'a pas été existant. C'était pas des paroles, c'était des actes qu'il nous fallait. Les actes, vous avez eu des postes supplémentaires. Vous en avez eu.
vous vouliez plus, effectivement, mais par contre, il y a une répartition sur tous les départements et sur toutes les communes qui sont impactées par les mêmes sujets. Mais vous avez eu quand même des postes. Ça, vous ne pouvez pas dire le contraire. Allez, merci à tous pour ce débat. Je vous propose de passer au 4e débat sur la retraite. La proposition d'Emmanuel Macron a fait beaucoup parler. Cette proposition d'allonger la durée pour arriver jusqu'à 65 ans avant de pouvoir prendre sa retraite. Il y a un vrai clivage dans le pays et entre les candidats sur cette proposition autour de la retraite. Coralie, vous nous présentez les enjeux ? Oui, la retraite, c'est un marronnier de chaque élection présidentielle. À chaque élection, l'âge légal de départ à la retraite est remis en question. Aujourd'hui, il est possible de partir à la retraite à 62 ans. Pour bénéficier d'une pension à taux plein, il faut travailler environ 41 trimestres. Problème, aujourd'hui, notre régime est en déficit. La Cour des comptes a chiffré le manque à gagner à 13 milliards d'euros pour 2020. Allez, je propose de démarrer tout de suite avec Nicolas Pellegrini sur les propositions de Jean-Luc Mélenchon pour la retraite. Effectivement, je crois que parmi les 4 candidats que nous représentons ici, Jean-Luc Mélenchon est le seul à proposer une retraite en deçà de l'âge légal de départ d'aujourd'hui. C'est-à-dire que nous proposons une retraite à 60 ans avec 40 annuités à taux plein. Donc non seulement il ne faut pas travailler plus pour financer nos retraites, mais en plus, nous voulons garantir une retraite digne pour tous. C'est-à-dire pas une retraite pour toutes les carrières complètes en dessous du SMIC que nous aurions revalorisé à 1 400 € net, et surtout pas une seule retraite pour les carrières incomplètes qui serait en dessous du seuil de pauvreté, à savoir 1 063 €. Donc, nous voulons garantir cette vie digne tout simplement parce que on considère que lutter pour la réduction du temps de travail, c'est lutter aussi pour la réduction du temps contraint. Parce que l'émancipation des individus passera par là. Nous, on veut travailler pour vivre et pas vivre pour travailler. Vous savez quand même que la première loi qui a été proposée pour la retraite à 65 ans, c'était en 1910. C'était il y a un siècle et aujourd'hui, il s'agit de faire un grand progrès en avant. On va repasser à 65 ans avec Emmanuel Macron. Mais comment, avec votre proposition, comment on équilibre alors justement, pour retraite le financement, rien de plus simple. Je vous propose 3 manières de le financer. Vous choisissez au milieu. Vous payez les femmes comme les hommes. Les cotisations sociales supplémentaires que ça génère suffisent à payer la retraite à 60 ans pour tous. Vous créez de l'emploi, forcément. Puisque comment on le contraint ? Parce que c'est... Mais au bout d'un moment, par la loi, parce que les sanctions ne sont jamais appliquées. Vous savez quand même que si on devait référer le salaire des femmes par rapport au salaire des hommes sur l'espèce d'une année... C'est avec ça que vous allez financer le déficit de la retraite ? Ça, c'est une des 3 pistes. Créer de l'emploi. Si vous baissez l'âge de départ à la retraite, ça fait plus de place sur le marché du travail. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, si vous dites aux gens que vous allez travailler plus longtemps, sachez qu'il y a quand même 850 000 primo-arrivants sur le marché de l'emploi par an, des jeunes, qui aujourd'hui galèrent à trouver du boulot. Donc si jamais vous souhaitez réduire l'âge de départ à la retraite, vous avez donc plus de place sur le marché du travail. Donc vous réduisez le chômage. Et la troisième solution, c'est que tous les salaires au-dessus de 3 400 € net auraient une cotisation de 2 points supplémentaires sur leur brut. Donc en soi, ce ne serait pas non plus trop handicapant, puisque des salaires à 3 400 €, malheureusement, il n'y en a pas énormément dans le pays. Mais ça permettrait d'être une troisième source de financement. Pourquoi est-ce qu'on dit ça ? Parce que la réduction du temps de travail, d'abord, c'est dans la semaine. Nous voulons repasser véritablement aux 35 heures, parce qu'aujourd'hui, vous savez que même si c'est la durée légale de travail hebdomadaire, les Français travaillent plus. Et les Français travaillent même plus que leurs voisins, malgré ce qu'on entend. Ils travaillent même plus que les Allemands hebdomadairement. Donc repasser aux 35 heures et aux 32 heures pour les métiers pénibles. Ensuite, vous avez dans l'année, avec une 6e semaine de congés payés, et d'ailleurs un jour férié supplémentaire pour le 9 décembre, puisque nous voulons que l'anniversaire de la loi 1905 soit un jour férié, puisque c'est une condition vivre ensemble. Et enfin, dans la vie, avec la retraite à 60 ans pour 40 annuités de cotisation. Je vous ai donné des pistes pour le financer, après à vous de choisir, mais je sais que personne ne dira ici qu'il ne faut pas payer les femmes comme les hommes. Allez, Johan Gillet, les propositions de Marine Le Pen, qui finalement sont assez similaires à celles de Jean-Luc Mélenchon, c'est-à-dire le retour à 60 60 ans pour tout le monde. Non, mais vous avez mal lu, Abdel, ou vous avez mal écouté, je n'en sais rien. Alors, non, vous elle allez avait nous proposé éclairer. Au début, elle est revenue en arrière, mais elle avait proposé effectivement. C'est un peu comme l'Europe en 2017. Mais allez-y. Il y a plusieurs visions sur ce plateau. Il y a Emmanuel Macron, Valérie Pécresse qui, eux, veulent énormément allonger la durée de travail des Français. Et puis, il y a l'extrême gauche qui, elle, vit dans le monde des bisounours. Non, c'est travailler moins pour travailler tous. Je vois pas en quoi c'est bisounours. De financer son système de retraite. Non, ce que Marine Le Pen propose, c'est un juste milieu, voyez-vous. C'est pour celles et ceux... Proposition progressiste, socialiste, peut-être ? Non, une proposition de bon sens, tout simplement. Pour celles et ceux qui ont commencé à travailler avant 20 ans. C'est un départ à la retraite à 60 ans avec 40 annuités. Pour les autres, c'est progressif et avec un âge maximum de départ à la retraite à 62 ans.
Parce que le problème que l'on a avec les propositions de Valérie Pécresse et d'Emmanuel Macron, c'est qu'en réalité, l'âge de départ à la retraite, ou d'Éric Zemmour d'ailleurs, est tellement surenchéri, et bien qu'en fait, en réalité, la plupart des Français devront partir à la retraite avant, et ça aura pour conséquence qu'ils n'auront pas une retraite à taux plein. Donc ce que Marine Le Pen souhaite, eh bien, c'est tout simplement quelque chose de mesuré, une mesure de bon sens. Et elle l'a chiffré, c'est 17,1 milliards d'euros sa réforme de la retraite. Ça a un coût, certes, mais je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup d'économies à faire et c'est largement réalisable. Le programme de Marine Le Pen, c'est à peu près 63 milliards d'euros. Les retraites, c'est un système par répartition. De recettes supplémentaires. 63 milliards d'euros de coût du programme. Donc vous voyez, c'est équilibré à 100%. Gillet, est-ce que le bon sens, parce que vous venez de l'employer 2 fois, c'est pas de considérer que comme on vit plus longtemps, il est logique de travailler plus longtemps. Mais est-ce que juste ce bon sens-là n'existe pas pour vous ? Mais ce que je viens de vous dire, c'est pour ça que Marine Le Pen propose une retraite progressive, mais avec un âge maximum de 62 ans. Ouais, il faut une limite dans la vie, parce que sinon on va arriver aussi à 70 ans. Pourquoi pas ? C'est déjà le cas. 65 ans, 67, 64 ans aujourd'hui. Donc, et dans 62 ans. Non, il n'y a pas de changement. Par contre, ce qui va changer, c'est une réindexation des retraites sur l'inflation. Ça, c'est essentiel. Ce qui va changer aussi, c'est une revalorisation du minimum vieillesse à 1 000 € par mois pour pouvoir augmenter ces petites retraites. C'est refuser tout allongement des départs à la retraite, ça je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est restaurer la demi-part fiscale en faveur des veufs et des veuves. Voilà, c'est toutes ces mesures qui sont nécessaires. C'est 17,1 milliards d'euros cette réforme de retraite qui est nécessaire et qui est réalisable. Les propositions de Valérie Pécresse, Monsieur Plantier. Écoutez, aujourd'hui, il faut faire preuve de courage. Aujourd'hui, c'est une évidence. La réponse est dans votre question. Aujourd'hui, bien évidemment, qu'il faut augmenter les cotisations et notamment les annuités par rapport aux retraités. On vit plus longtemps sur le territoire, donc il faut travailler plus longtemps. Aujourd'hui, il faut avoir le courage de dire que notre système de retraite actuel n'est plus permissible. Aujourd'hui, ça ne tiendra plus. Aujourd'hui, il faut quand même le savoir, il y a 1,7 cotisants par retraité. Ce ne sera plus possible si nous n'augmentons pas l'âge de départ à la retraite. Aujourd'hui, progressivement, il faut une politique familiale forte. Progressivement, il faut aller jusqu'à 65 ans à l'horizon 2030, ça va se faire de manière progressive. Donc oui, bien évidemment que ce ne sont pas des mesures qui sont populaires. Mais aujourd'hui, il faut avoir le courage de se dire les choses. Aujourd'hui, pour assurer les retraités pour nos aînés, c'est augmenter l'âge de départ à la retraite. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est se garantir une retraite minimum avec le SMIC minimum. Aujourd'hui, il faut aussi relever les pensions de reversion qui passeront de 54 à 75%. Et bien évidemment, et là on rejoint ce que propose Marine Le Pen que sur ce point par rapport aux retraites, c'est qu'il faut aujourd'hui que les retraites soient indexées sur l'inflation pour là aussi bénéficier d'un pouvoir d'achat supplémentaire par rapport à nos aînés. Valérie Rouveran, pour terminer, les propositions d'Emmanuel Macron par rapport à la retraite, je le disais tout à l'heure, on a beaucoup entendu cette proposition de dire on allonge jusqu'à 65 ans, mais c'est peut-être un peu plus détaillé. Vous pouvez nous l'expliquer peut-être. Donc d'ailleurs, juste une parenthèse, il y a beaucoup d'acquaintance entre le programme d'Emmanuel Macron et de Valérie Pécresse est le même en matière des retraites. C'est travailler plus, gagner moins. Et puis le RSA. Gagner moins non, mais travailler plus, oui, mais il faut les électeurs de droite. Non mais. Allez, on vous écoute, Valérie Rouveran. Abdel l'a dit, c'est le bon sens. On vit plus longtemps, on vit mieux. Et donc, du coup, c'est le travail et c'est par le travail que la relance économique pourra se faire. Et donc, on est obligé pour sauvegarder justement les retraites, il faut qu'on puisse faire cette réforme des retraites. Alors, effectivement, c'est pas populaire. C'est pas populaire de dire aux gens qu'il faut aller au-delà de 62 ans et qu'il faut aller jusqu'à 65 ans. Mais un juste milieu possible, Madame Rouveran. Je finis. Est-ce qu'on fait une différence entre les métiers manuels et les métiers dits intellectuels, par exemple ? Laissez-moi parler, je vais aller jusqu'au bout. Donc effectivement, il va y avoir du cas par cas. Quand on a un travail pénible, effectivement, on partira à la retraite bien avant que quand on est dans un bureau. C'est-à-dire à quel âge ? Et donc, du coup, Combien il y a des choses, il va y avoir une discussion qui va se faire avec les syndicats, avec les corporations. Et donc, du coup, les choses vont évoluer et vont avancer. Les syndicats, par contre, juste, la retraite doit effectivement être repensée. Il faut valoriser aussi les pensions. 1 100 € pour aujourd'hui, pour des retraités, qui sera le minimum de la pension versée. Et donc, c'est effectivement, on peut
tout dire aux gens. On peut dire aux gens qu'ils vont moins travailler et qu'ils auront une retraite en partant à 60 ans, mais c'est faux. Ce n'est pas viable dans notre domaine économique et dans notre société. Donc c'est l'économie qui dicte tout. C'est du en même temps. C'est s'occuper justement, Emmanuel Macron, c'est s'occuper des classes populaires et des gens des plus modestes, et aussi par la force du travail, pouvoir que notre société puisse évoluer. Et je suis désolée de dire que nous devons faire cet effort pour aller jusqu'à 65 ans. Sinon, votre modèle, nous ne pourrons plus payer les retraites. Je vais vous donner un exemple. Si vous faites travailler les gens plus longtemps, et que du coup vous avez un problème de chômage de l'autre côté, les économies que vous faites en disant on va faire travailler les gens plus longtemps pour financer la retraite... Le taux de chômage n'a jamais été aussi bas. Est-ce que vous créez 1 million d'emplois par an ? Non. Il y a 850 000 primo-arrivants sur le marché de l'emploi tous les ans. Mais vous ne voyez pas les chiffres ? Vous ne connaissez pas les chiffres ? Si, je vois les chiffres et je vois que vous mentez dessus, parce que quand vous parlez des chiffres du chômage, vous oubliez de mentionner les catégories B et les catégories C. De toute façon, je ne vais pas vous convaincre, c'est sûr. Allez, merci beaucoup pour ce débat sur les retraites. Dernier débat de la présidentielle ce matin sur Objectif Gare. C'est la culture, grande oubliée de cette campagne présidentielle. Avec Aurélie ce matin, on souhaitait bien évidemment débattre sur l'avenir de la culture et de l'exception culturelle française. Aurélie, quelques éléments peut-être ? Oui, le monde de la culture a profondément souffert pendant la crise sanitaire. Les fermetures administratives des théâtres et des musées ou encore des cinémas ont mis à mal ce secteur. Or, aujourd'hui, la culture semble être sacrifiée sur l'autel de thèmes plus clivants dans cette campagne électorale que sont le pouvoir d'achat ou l'immigration. Pourtant, des questions se posent en matière d'éducation artistique, d'aide à la création ou encore de l'évolution des statuts des intermittents. Allez, on va démarrer avec Julien Plantier sur les propositions de Valérie Pécresse en matière de culture. C'est vrai qu'on l'a pas trop entendu sur cette thématique-là. Vous avez certainement regardé le programme de Valérie Pécresse et vous avez peut-être des propositions à formuler. D'ailleurs, si vous me permettez, je vous remercie d'aborder cette question qui a été malheureusement oubliée durant cette campagne présidentielle, mais j'oserais dire pendant l'ensemble du dernier quinquennat. Je tiens à rappeler quand même que pendant la crise du Covid, l'ensemble des activités culturelles étaient considérées comme non essentielles par le gouvernement actuel, ce qui a quand même été quelque peu critiqué. Juste un point par rapport à cela, aujourd'hui Valérie Pécresse souhaite investir dans la culture, elle souhaite tripler le budget consacré à l'éducation artistique et culturelle, passer de 100 millions d'euros à 300 millions d'euros grâce à l'argent utilisé dans le cadre du Pass Culture. Elle veut offrir aussi à chaque élève de la maternelle jusqu'à l'université un parcours culturel annuel qui soit encadré par des artistes et des professionnels. Et aujourd'hui, c'est donner les bonnes pratiques aux nouvelles générations, notamment dans le cadre de l'école, avec la création d'un programme Un jeune, un instrument pour participer au parcours artistique par rapport à nos nouvelles générations. Et surtout, c'est une culture qui doit être accessible. C'est proposer de baisser le taux de TVA, passer de 20 à 5,5% dans le cadre de l'ensemble des domaines culturels. Et c'est aussi travailler sur la rénovation de notre patrimoine, parce qu'on est quand même une exception culturelle, vous l'avez dit. Et aujourd'hui, on a un patrimoine malheureusement qui est parfois laissé en désuétude. Et donc aujourd'hui, c'est d'augmenter de 40% l'ensemble de la rénovation de notre patrimoine. Et surtout aussi, cette culture française, il faut qu'elle puisse s'exporter à l'international, et donc elle ouvrira 50 de musées français à l'étranger et soutenir aussi la francophonie avec un financement de 10% des œuvres francophones. Valérie Roveran, les propositions en matière de culture, vous pouvez répondre peut-être à M. Plantier effectivement sur la question où la culture a peut-être été mise en second ou a été mise de côté pendant la crise Covid. Je suis pas tout à fait d'accord. Heureusement que les intermittents du spectacle et la culture a été quand même accompagnés. Je veux dire, on a nos commerçants, nos artisans, mais la culture, je veux dire, il y a eu quand même, les gens ont été accompagnés, on l'a entendu. Alors effectivement, la culture a souffert pendant la crise du Covid. Et ça, n'importe qui au pouvoir aurait vécu exactement la même chose. On n'a pas de coup de baguette magique, on a été enfermés pendant quelques mois et voire quelques années. Donc du coup, la culture a été accompagnée et aidée. Aujourd'hui, on a quand même quelque chose que vous venez de citer qui existe, qui est le Pass Culture. Le Pass Culture a été mis en place et permet aux jeunes de pouvoir accéder à la culture alors qu'ils en étaient éloignés. Et on veut aller
au-delà encore, dans le milieu scolaire. On sait combien l'école permet la citoyenneté et ouvrir à la culture. Et je ne crois pas, non, effectivement, que la culture a été mise de côté, que notre patrimoine est sauvegardé, qu'on voit bien même sur notre territoire, l'État, la commune, et on reçoit beaucoup d'argent par l'État pour justement notre culture. Et non, je ne peux pas laisser dire que la culture... Et est-ce que la culture, c'est que pour les jeunes? Parce que pour l'instant, vous avez formulé des propositions qui sont qu'à destination des jeunes. Est-ce que la culture, elle ne transcende pas les autres catégories d'âge? Ah mais bien sûr, mais quand on touche déjà les jeunes, c'est que déjà, on impulse quelque chose pour des gens qui étaient éloignés de la culture. Donc on investit énormément dans la culture. Yohann Ginnet, les propositions de Marine Le Pen en matière de culture. On l'a dit, et c'est un constat que tout le monde fait, sauf Mme Rovran visiblement. Oui, la culture, elle a été oubliée, mais ça ne date pas d'hier et ça ne date pas que d'Emmanuel Macron d'ailleurs. Marine Le Pen, elle propose quoi? Elle propose un service national du patrimoine notamment, parce qu'on a parlé du patrimoine, c'est très important. On a un pays riche de son patrimoine, c'est quelque chose qui nous soude aussi, qui fait aussi notre identité. Mais malheureusement, en France, le patrimoine est oublié. Il ne faut pas oublier aussi que 53% quand même des bâtiments qui ont un patrimoine remarquable, sont propriétés de privés. Et donc il y a aussi besoin à la fois d'aider les collectivités qui sont propriétaires de certains de ces bâtiments, mais aussi les privés qui le sont et qui souvent font de gros sacrifices pour essayer de conserver ce patrimoine dans un état acceptable, mais il faut aller au-delà. Marine Le Pen, elle propose également un grand plan d'aide à l'investissement auprès des collectivités locales, et j'expliquerai pourquoi, sur la création de lieux de création culturelle, parce que c'est important que notamment nos maires puissent pouvoir créer ce type de lieux et soient accompagnés financièrement. Pourquoi les maires? Parce que je pense qu'il est plus sage de confier cette mission à des maires qui connaissent leur territoire, qui connaissent les besoins, qui connaissent les acteurs culturels et associatifs de leur territoire, pour créer ces lieux qui sont des lieux d'échange qui existent déjà en France, mais qui ne sont pas suffisamment nombreux. Et puis il y a évidemment la place de tout cela à l'école, et c'est vrai que aujourd'hui à l'école, force est de constater qu'il manque aussi des professeurs, par exemple de musique, d'art plastique, et qu'il en faut davantage. Il faut aussi que l'on s'ouvre justement et que l'on ouvre l'horizon à nos plus jeunes de découvrir la culture en général. Ça passe par beaucoup de dispositifs, mais je pense que dès le plus jeune âge à l'école, ça doit être... Vous êtes d'accord pour le pass culture? Effectivement, oui, mais bien vous sûr. pouvez dire que c'est une grande réussite. Mais il faut aller au-delà. Je suis d'accord. Mais pourquoi c'est pas une grande réussite? Il est un peu dévié quand même. Pourquoi il est dévié? On va dire que le but initial de ce pass culture, c'est-à-dire démocratiser la culture pour nos nouvelles générations. On voit bien que malheureusement, il y a une présélection qui est faite, notamment par rapport à certains produits. Et d'ailleurs, je crois même que ça avait été on va dire, appelé comme étant le pass manga, parce qu'il y avait une volonté par rapport à cela. Mais oui, mais il faut aller plus loin par rapport à cela. Mais on voit bien quand même que sur le quelque chose qui est louable. C'est louable. Non, mais quand même. Non, l'ambition est louable, mais après derrière il faut voir qu'est-ce qu'on y met dedans. Aujourd'hui, malheureusement, on l'a dit sur ce quinquennat Macron, il y a quand même eu des erreurs qui ont été faites. Il y a quand même eu un Erasmus de la culture qui n'a jamais été mis en place. Il y a quand même un sommet culturel sur la culture qui devait se faire, qui ne s'est jamais fait. Et on voit bien par rapport à la crise du Covid que malheureusement, vous pouvez pas dire le contraire. Certes, il y a eu une aide par rapport aux acteurs de la vie culturelle, mais l'ensemble des établissements culturels ont vu leurs portes closes au même moment où il y avait quand même d'autres lieux de vie qui étaient ouverts par rapport à cela. Donc aujourd'hui, on peut pas dire tout. Non, là, je suis pas d'accord. Vraiment pas d'accord, parce que en fait, vous ciblez des choses alors que vraiment la culture a été accompagnée. La culture a été accompagnée. On ne peut pas dire le contraire. Et ce pass culture, c'est quelque chose qui vient d'être mis en place, qu'on doit louer. Au contraire, que nos jeunes puissent avoir accès à la culture, on le sait bien aujourd'hui. Ça doit être fait dans l'école. On doit aller au-delà. Mais c'est quelque chose qui vient d'être mis en place et qui va être en devenir. Et donc, du coup, on ne peut pas dire qu'on est contre. J'ai pas dit qu'on était contre. Je dis juste que l'ambition initiale est quelque peu déviée par rapport aux pratiques de nos jeunes, c'est tout. Parce qu'ils achètent des mangas.
Alors. Allez, on va entendre les propositions de Jean-Luc Mélenchon en matière de culture avec Nicolas Pellegrini. Oui, déjà en préalable, je remarque quand même qu'il y a un exercice d'autosatisfaction de la part de la Macronie qui est assez gênant depuis ce début de campagne. On va pas dire que tout ce qui a été fait, je suis pas là pour vous dire que effectivement, mais il y a des choses à faire, mais par contre, on a un bilan malgré tout positif. Je trouve que la reconnaissance des nombreuses erreurs qui ont été commises, parce qu'il y en a eu, manque. Non, en particulier lorsqu'on manque de débat à la présidentielle comme aujourd'hui. Je trouve que 2017 était une belle campagne présidentielle parce qu'il y avait eu un débat entre tous les candidats. Et là, je trouve que le débat est un peu confisqué alors qu'après 5 années de crise quand même assez mémorables, on en aurait eu bien besoin. Le débat se fait sur le terrain avec les Français. Et sur ce plateau ce matin. Oui, bien sûr, mais il y a débat quand même. Voilà, c'est pour ça. Mais c'est dommage. Parler de culture, je sais bien que le programme de Jean-Luc Mélenchon est assez faible en matière culturelle, mais on vous a posé une question, essayez d'y répondre quand même, monsieur Pellegrini. Non, mais allons dans le fond. Non, mais écoutez, il n'y a pas de souci. Vous savez, je ne crois pas qu'on puisse dire que Mélenchon ne soit pas un homme de culture. Au contraire, il a été... c'est un camarade, donc je l'appelle bien comme je veux. Mais malheureusement, oui, c'est une grande oubliée de la campagne. Pourtant, c'est pas faute d'en parler. On a un livret de 25 pages quand même qui concerne ces propositions. J'en citerai quelques-unes tout à l'heure, qui a été co-construit avec le monde de la culture justement et toutes les personnalités qui y ont contribué, des acteurs, des actrices. Certains reconnaîtront peut-être Yvan Le Bolloc ou encore certains acteurs de Plus belle la vie qui sont venus quand même participer. Bah oui, non mais bon, ça fait partie de notre patrimoine aussi, figurez-vous. C'est son amour pour Marseille, on peut le dire. Aussi, bah oui, bien sûr. Allez-y, Nicolas, faites-nous 2-3 propositions, s'il vous plaît. Avec un petit peu de sérieux, déjà un constat. Oui, le service public de la culture a été abandonné. Ça fait bien longtemps qu'on a manqué de grandes politiques publiques en matière culturelle. C'est la raison pour laquelle nous proposons que 1% du PIB soit consacré aux arts et à la culture. Effectivement, vous l'avez évoqué tout à l'heure et c'était extrêmement important. Il faut préserver le patrimoine de notre pays qui est extrêmement riche et qui manque aujourd'hui de moyens pour être entretenu et pour être transmis aux générations futures. Nous voulons instaurer la gratuité dans les musées publics et accompagner les musées privés pour avoir une baisse de tarifs, justement permettre l'accessibilité à tous et pas seulement aux jeunes. Il faut revaloriser aussi le statut des intermittents qui travaillent et qui permettent à cette culture de Pardonnez-moi, vivre. oui, effectivement, vous proposez de rendre les musées gratuits, mais il y a des musées comme par exemple le musée de la Romanité, géré par la SPL, et c'est elle-même qui fixe ses tarifs. Comment vous pouvez rendre des musées gratuits pour tout le monde ? Mais par décret. On peut, je veux dire, c'est quand même. On propose de bloquer les prix. Vous allez contraindre une question. L'objectif, c'est de contraindre. Non, pas de contraindre, mais d'accompagner. Parce qu'il y a des équilibres financiers aussi. Aujourd'hui, on peut pas dire. Il y a la libre Déjà pour les Nîmois, c'est gratuit. Déjà pour les Nîmois, c'est gratuit. Non, mais je parle pas au local, je parle au niveau national. Mais oui, mais au point de vue national, mais on le vit au local. Il y a des musées qui sont inaccessibles à certains publics. Aujourd'hui, il y a un manque de démocratie culturelle dans notre pays. Il y a des inégalités. Donc ce ne serait pas tous les musées. Ce serait pas tous les musées, mais en tout cas un maximum. L'État est là pour accompagner. Quand même, il faut démocratiser la culture. Ça n'appartient pas qu'à ceux qui ont les moyens de se le payer. Merci à tous pour ce débat sur la culture. On en a terminé ce matin, mais on va vous laisser encore 30 secondes à chacun pour le dernier mot. Un dernier mot pour convaincre encore une fois ou pour passer un message pour votre candidat pour dimanche, le premier tour de l'élection présidentielle. Madame Rouveran, c'est à vous. Merci pour ce débat. Nous ne sommes pas d'accord et c'est normal. Il y a quelquefois des similitudes, il y a quelquefois des choses pour lesquelles nous sommes d'accord, mais nous avons des façons différentes de le dire. Moi, je crois que Emmanuel Macron est le candidat dont nous avons besoin, qui a un bilan positif, qui a su traverser les crises, qui sait aussi et qui est au quotidien face aux Français. On le voit dans ses déplacements. Il passe du temps, il entend, il l'écoute et il va au-delà et il sera le candidat. Nous avons besoin de lui pour les 5 prochaines années. Merci, Madame Rouveran. Monsieur Gillet. Moi, je peux revenir sur le fond, on en a parlé, on aurait pu aller plus loin, mais il nous aurait fallu plus de temps. Simplement dire à celles et ceux qui nous regardent, allez voter. Quel que soit votre vote, les 10 et les 24, allez voter. C'est important parce que votre quotidien est issu de votre choix dimanche prochain. Et ce que je peux vous dire, c'est que Marine Le Pen, elle a un programme sérieux, elle est fiable, elle a aussi une capacité de battre Emmanuel Macron en second tour. Elle est la seule à pouvoir le battre. D'ailleurs, tous les sondages le montrent de mois en mois. Donc surtout, mobilisez-vous. Et
Et puis pour celles et ceux qui n'auraient pas eu toutes les réponses, eh bien j'invite celles et ceux qui souhaitent s'intéresser au programme des candidats à aller voir les candidats, les programmes, pardon. Monsieur Gillet. Et pour Marine Le Pen, vous m'avez coupé, pardon. Pour Marine Le Pen, aime-la-France.fr et vous aurez tout le détail du programme. On pourra retrouver ça. Nicolas Pellegrini, un dernier mot. Oui, je ne ferai pas d'alarmisme, mais je parlerai d'espoir et je vais surtout parler à ma génération qui semble se désintéresser de plus en plus des urnes. Vous avez dans le programme de Jean-Luc Mélenchon la capacité de redresser ce pays. Vous avez dans ce programme le moyen de parler à tous. On fait face à un coup d'État social, à une dette écologique qu'il va falloir appréhender. Et aujourd'hui, force est de constater que tous les débats sont orientés pour faire diversion sur la sécurité, sur l'immigration. Alors ce ne sont pas des débats inintéressants qui méritent d'être traités. Simplement en faire le fer de lance de cette élection, je pense que c'est se tromper. Merci Nicolas Pellegrini. Julien Plantier, le dernier mot pour Valérie Pécresse. Écoutez, aujourd'hui, on est à quelques heures de ce premier tour de l'élection présidentielle. Il y a environ un tiers de nos compatriotes qui n'ont pas encore fait leur choix. J'espère que celles et ceux qui sont aujourd'hui encore indécis auront à cœur de rendre ce pays à la droite. Aujourd'hui, Valérie Pécresse est la seule candidate en capacité de rassembler la droite et le centre dans notre pays. Toutes celles et ceux qui ne veulent pas vivre la revanche de 2017, c'est-à-dire en second tour, Macron-Le Pen, devront se raccrocher aux voix de Valérie Pécresse, parce qu'aujourd'hui, c'est la seule qui est en capacité d'incarner une vraie alternance, une alternance sérieuse, crédible et la plus rigoureuse possible. Merci beaucoup à tous d'avoir participé à ce débat. Merci Coralie. Merci Abdel. Merci. Et on rappelle juste, à titre pratique, qu'on peut aller voter même si on n'a pas la carte d'électeur avec la carte d'identité. Tout à fait. Et puis, on va rappeler que dimanche, nous allons vous proposer une journée fil rouge sur Objectif Gare et on prendra l'antenne dès 19h45 pour vous faire vivre cette soirée en direct vidéo sur Objectif Gare dans un Bonsoir le Gare spécial. Merci à tous d'avoir suivi cette journée fil rouge de débat de la présidentielle.